auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges Géofava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette 5e et dernière convocation de la semaine, 3 sujets ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question de la décision de l'Office national de l'identification d'autoriser le port du voile pour la carte nationale d'identité. En seconde partie d'émission, il sera question du Niger avec la mission de l'Union africaine attendue sur Niamey. Et enfin, il sera question du Sénégal avec le refus du ministère de l'Intérieur de réintégrer l'opposant Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Et sur ce, je déclare ouverte cette 5e audience du tribunal de l'actualité avec la fenêtre des avant-propos. Juge Vara, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner ce qui s'est passé à Bougaindé, je pense que c'est lundi, donc en début de semaine. On parle d'une affaire de foncier qui concerne une grande famille, s'ensuit donc des altercations et ça va monter jusqu'à des affrontements et en définitive on a 2 morts et des blessés. Et de ce qu'on apprend, c'est qu'au départ il y avait un mort. Il y a un blessé grave et puis quelques autres blessés. Lequel blessé grave a été amené au centre hospitalier universitaire de la ville. Et, tenez-vous bien, comment on peut comprendre ça, les membres d'une même famille, même si on dit que c'est une question de foncier, qui même est passé en justice, je pense en 2021, ils décident d'aller retrouver le presque mort, celui qui avait été admis au centre hospitalier universitaire de Bougaindé, aller devant son médecin. C'est-à-dire que de foncer la porte devant son médecin, sortir l'élément et puis l'achever. C'est-à-dire avec des armes blanches qu'ils avaient. C'est-à-dire c'est difficile de comprendre que dans une même grande famille, des gens se comportent comme ça. Mais il faut comprendre que très souvent, le gros problème là, c'est la colère. Et lorsqu'on n'a pas la propension à se faire entendre raison, à se parler soi-même à l'intérieur, ou bien qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tente de raisonner, c'est ça le problème. Vous en arrivez à commettre des actes et après vous vous demandez comment est-ce qu'on est arrivé là. Ça c'est une grosse question. Et puis on se pose aussi d'autres éléments en termes de questions. Parce que quand ça arrive un drame comme ça, et déjà qu'il y a mort d'homme, il y a eu des affrontements, je pense que très vite on essaie d'éviter tout débordement. Donc comment est-ce que après il peut venir sortir un malade qui après des affrontements, le faire sortir puis le descendre comme ça, je pense que peut-être que le problème n'a pas été bien pris à bras le corps dès le début. Il devait avoir une mission de sécurisation depuis. Mais en fait, c'est difficile de se dire que ça peut arriver. Et c'est là, je dis qu'il faut que chacun fasse attention. Ça, c'est entre des membres d'une même grande famille. C'est pour ça, souvent, quand on a sur des petites choses, des petites discussions, on a le ton qui monte sur les réseaux sociaux. Il y a des attaques, comme on se rappelle avec la question de la CGTB, les invectives. C'était disons, oh, c'est pas grave, non, c'est pas à prendre au sérieux. Les gens plaisantent, c'est juste pour effrayer. Non, il faut faire attention. Parce que, vous savez, les questions de comportement démesuré, c'est des éléments qu'on ne calcule pas. Mais seulement c'est que le cœur, il a son bon côté, il a son mauvais. Si on n'arrive pas à tempérer les choses dès le début, c'est ce qui arrive à la fin. Et c'est vraiment dommage ce qui ici est passé. Et puis quand vous regardez, c'est une zone où, vous savez, tout le monde est un peu dans la question sécuritaire. Ils se tuent pour une terre qu'ils peuvent perdre avec l'insécurité que nous avons aujourd'hui. C'est dire, la pluie nous bat et on se bat. Et quand on regarde ça, moi je dis ça fait vraiment froid dans le dos. Et bon, j'espère que, parce qu'il y a une mission qui a déjà commencé pour tenter de rasséréner et puis tenter de faire amener le calme. On espère que cela va apporter. Mais même quand on allait en justice, vous voyez comment ça peut continuer
même sur certains travers, les antagonismes qu'il y a sur seulement la question foncière. Et c'est vraiment une question qui est cruciale dans ce pays-là. C'est un avant-propos et voilà, ça fait vraiment froid dans le dos. Oui, froid dans le dos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente audience du tribunal? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est deux avant-propos. Très rapidement, j'en avais fait l'écho. Le feu route de Nagrin ne donnait pas le feu tricolore, il y a un feu là-bas, alors que comme on appelle ça, la circulation est très dense aux heures de pointe, de descente et de montée là-bas. Donc il y avait beaucoup d'accrochages. Bon, quelques jours après, le feu a été réparé je pense que le mercredi. Nous avions également vérifié cela parce qu'on avait emprunté l'axe, effectivement, non, mardi plus tôt. Donc le feu a été réparé, donc tout est rentré dans l'ordre. Donc bravo à ceux qui ont diligenté cela parce que ça a quand même plus d'un mois que le feu ne donnait plus, c'était compliqué. Donc merci encore à ceux qui ont prêté une oreille attentive. Donc c'est également on a un devoir de redevabilité, c'est de venir dire merci pour que ceux qui avaient écouté sachent que ça a été réglé. Et vivement aussi pour d'autres feux tricolores qui ne sont pas encore réparés et qui créent beaucoup plus d'accidents et aussi par moment d'incidents. Second avant-propos, c'est ce matin cette rencontre entre le président Ibrahim Traoré et la chefferie traditionnelle. On a vu cette lettre adressée au Mogo Naba qui a fuité et qui invitait par ailleurs l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle, donc dont le Mogo Naba est le président. Donc pour parler effectivement de la marche de la nation. Est-ce qu'après on aurait également d'autres concertations, parce qu'à sa prise de pouvoir on a vu les larges concertations que le chef de l'État a eu avec l'ensemble des entités de la société burkinabé. Est-ce que c'est un remake après plus d'un an d'exercice de pouvoir, ou c'est juste rencontrer le Mogo Naba pour d'autres choses, parce que ses partisans également s'activent pour se réunir d'ailleurs ce week-end et demander une prolongation de la transition et aussi de permettre, bon, en tout cas ce qui se dit dans le coulisses est confirmé, c'est aussi pouvoir permettre au capitaine, c'est-à-dire que permettre à ceux qui dirigent de pouvoir aussi faire acte de candidature à la fin de la transition, alors qu'il n'est pas permis pour certaines personnalités. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un lien ou bien c'est réellement le début d'ouverture de concertation par rapport à la situation. Après, j'ai dit bien, plus d'un an d'exercice de pouvoir. Naturellement, à l'issue de la rencontre, on saura ce qui va être dit. Sur ce que j'avais comme avant-propos. C'est une information rendue publique depuis plusieurs jours. L'Office national d'identification autorise désormais le port du voile aux femmes qui désirent faire le carte national d'identité, et cette autorisation inclut également les différents passeports. Juge Va, quelle est votre appréciation par rapport à cette décision de l'ONI? Moi, j'ai d'abord été surpris. J'ai été surpris parce que je ne voyais pas forcément le débat comme ça sur la question des pièces d'identité s'opposer. Donc, pour moi, c'est une sortie et une annonce qui a suscité chez moi déjà la surprise. Ailleurs, sous d'autres cieux, il y a d'abord le débat sur la place publique, et puis après, c'est vrai qu'on a eu des cas. On a eu des cas où il y a eu des problèmes sur le contrôle d'identité. Ça a été pendant des examens, c'est des cas qui sont revenus, et voilà, quelques autres cas. Maintenant, dire que c'est un débat qui suit la place publique était si fort qu'il fallait peut-être à un moment donné se pencher sur le cas. Ce n'était pas la perception que j'en avais. Ça peut être personnel, je peux me tromper. Et donc, c'est plutôt l'annonce qui vient susciter le débat maintenant dans l'espace public. Et ça, on l'a vu au détour des émissions d'expression directe que nous avons, notamment avec le mot à dire, juste le lendemain de l'annonce. Vous avez vu comment les gens ont commencé petit à petit à dire, mais attends, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il y en a qui disent, ah, c'est bien fait comme décision, c'est clairvoyant, parce que. Donc, déjà, il y a l'effet de surprise. Donc, on se pose alors des questions. Si c'est pas forcément le débat d'opinion publique qui l'amène, qu'est-ce qui
a amené l'ONU à cette décision? C'est ça maintenant la question principale. Et quand on a les explications, le fond du pourquoi, pour moi, ça ne revient pas forcément. Tant et si bien que quand vous écoutez les débats, il y en a qui disent ce qui a été intégré, ce sont des croyances religieuses. Est-ce qu'ils se trompent? Et même le terme qui est choisi, je me rappelle, il y a un qui disait pourquoi est-ce qu'on ne dit pas foulard et qu'on dit voile? Parce qu'on sait l'appellation du voile, ce à quoi ça ramène. Le foulard, on sait aussi ce que ça a comme comment dire cela, comme connotation. Pas connotation en tant que telle. Le voile, on dira même connotation. Maintenant, le foulard, c'est comme ambiguïté encore, parce que ce n'est pas si précis que ça. Donc, voilà un peu le problème de fond que ça soulève pour voir. Et puis, beaucoup ont posé le problème en même temps de notre débat habituel, celui de la laïcité. Le Burkina se positionne comment par rapport à cette laïcité-là? Quelle est la laïcité burkinabé? C'est vrai que beaucoup on sait la laïcité dans le concept premier début, c'est connu. C'est parce qu'on avait dans des sociétés l'Église catholique qui commençait à devenir très forte et influente, et que pour finir, on dit bon, il faut que l'État puisse échapper à certaines pressions et à certains éléments. C'est comme ça est née la question de laïcité, pour plutôt contraindre ou confiner l'Église dans son secteur et résorber au maximum la pression qui était faite sur l'État lui-même. Donc, c'est-à-dire que le concept de laïcité, c'était ça au départ. C'est dire restreindre au maximum l'influence de la religion sur l'État et éviter qu'il y ait une religion d'État. Dans les années 1800, c'était ça. Et même quand vous prenez le terme laïque dans son sens étymologique, le laïque, c'est un peu le religieux, mais seulement celui qui n'appartient pas à l'aspect dirigeant, là, comme ils appellent ceux qui sont dans le cercle fermé, là, le clergé et autres. Bon, c'était ça au départ. Maintenant, après, on a vu, il y a maintenant des laïcités. Quand vous regardez la laïcité, comment c'est défendu en France, on a l'impression qu'on va vers une absence de religion voulue, en tout cas de tout ce qui peut être le symbole d'une religion, parce que pour eux, c'est cela qui est le dénominateur commun d'appartenance à un État. Ce qui est différent de beaucoup d'autres pays où la laïcité n'est pas cette, on va dire, ce gommage de religion qu'on est en train de tenter avec ces symboles, mais c'est plutôt on va dire que la claire et voilà, simple cohabitation de ces religions-là sans que l'État soit obligé de prendre parti ou soit obligé de s'arrimer à quelques croyances ou à quelques éléments que ce soit. Mais c'est une saine cohabitation qui est gérée avec un État qui reste fort. Mais dans cela, je veux dire, le Burkina se positionne comment? C'est un peu le débat. Et même avec la question du voile, beaucoup disent clairement que ça vient parce que il y a sûrement une entité religieuse que cela comment dire cela, reprend en termes peut-être de revendication ou en termes de problèmes posés. Mais cela se sait depuis quelques années, c'était revendiqué par un certain nombre de personnes, permettre le port du voile pour la carte nationale d'identité ou le passeport. Oui, mais le débat n'était pas si fort que ça. Vous savez combien de personnes revendiquent des choses ici au Burkina concernant leur communauté? Ils sont nombreux, il y en a beaucoup, mais très peu font l'objet de débats si forts. Ici, moi je n'ai pas vu ces débats si forts là sur la question, surtout sur les photos d'identité. Maintenant, on comprend aussi quelque chose. Lorsqu'il y a il y a eu des éléments où, à un moment donné, il y a eu des problèmes sur le contrôle des identités. Parce que c'est ça en fait, il y a deux exemples qui sont symptomatiques un peu de cette réalité-là. C'est qu'il y a l'identité, c'est-à-dire la photo elle-même, et il y a le contrôle qui vient après. Parce que le problème, c'est que si la photo permet un caractère, le contrôle en prend compte. Est-ce qu'on se comprend? Donc, peut-être que c'est pour régler le problème du contrôle qui a été posé
par certains exemples à un moment donné, que cela a posé problème. Et que bon, on veut y répondre. Sinon, je ne pense pas que les cas soient légion et que ça fasse que la République se soit arrêtée ou même qu'on se soit arc-bouté là-dessus. Je n'en ai pas mémoire de débat si acerbe et si fort sur cette question-là. C'est ça que j'ai dit, c'est une question de sensibilité, je peux me tromper. Je sais qu'il y a eu des éléments qui sont sortis à un moment donné sur des contrôles d'identité, même à des concours ou à des examens, mais ça n'a pas été quelque chose qui a fait arrêter la République, mais qui a été si posé avec tant d'acuité. Ça fait que la surprise pour beaucoup de Burkinabés se lit pourquoi. C'est ça en fait. Sinon vous me contredirez si la plupart des Burkinabés n'étaient pas surpris. Si les gens sont surpris, c'est parce que pour eux le débat n'était pas à ce niveau. Le débat n'avait pas atteint un tel niveau pour que ce soit pris en compte. C'est ça la réalité pour moi. D'accord. Alors, juge Bougma, est-ce que vous partagez un peu la même stupéfaction que le juge Geoffroy Vaha quant à cette autorisation d'usage du voile pour les pièces nationales d'identité ou le passeport? Oui, tout à fait. Il y a eu une grosse surprise. La mesure semble être beaucoup plus le contentement d'un clan, le contentement de certaines entités, plutôt que porté par l'intérêt général. Ça a étonné beaucoup. Ça a étonné beaucoup parce que quand vous regardez les conditions qui ont été fixées pour porter le voile et faire la photo, je ne vois pas où se trouve même le problème, puisque on voit les oreilles, on voit le menton, on voit bien le front, tout est dégagé. C'est parce qu'on ne l'a même pas appelé foulard. On l'appelait voile, alors que le voile c'est un symbole religieux par essence. Quand on dit voile, il y a un aspect religieux qui va avec. Je me rappelle que en 2017 par là, un auditeur avait appelé à l'émission interactive Morée de la radio Watt FM les vendredis, et la question c'était pourquoi quand les religieuses partaient pour faire les passeports, elles portent leur voile, et quand c'est nos épouses, on leur dit d'enlever. Je lui ai fait 2 observations. La première observation, c'est que l'autre, c'est sa profession. C'est sa pièce même, c'est mis. Donc, il y a une identité, en même temps une profession qui va avec. C'est comme ça, je caricature. La deuxième explication, c'est que on voit très bien le visage. C'est comme un foulard simple qu'elle a porté. Tout est découvert, vous voyez le menton. Dès qu'elle se tourne, vous savez de qui il s'agit. Donc, ça, c'est suffisamment précis. Il dit, ok, donc lui, il a compris qu'il n'avait pas bien compris. Maintenant, quand on a vu l'exemple de ce qui a été donné comment on appelle ça, de voile à porter, puis de couvrir les oreilles, le menton, le visage, tout, ça laisse percevoir une idée que quoi qu'on en fasse, c'est parce qu'au Burkina, il y a des débats qu'on ne veut pas mener. On dit que c'est tabou, mais ça renvoie seulement à la religion. Ça, il faut pas qu'on se voie la face. Mais maintenant, on dit que c'est un sujet sensible, il faut faire attention, soyons prudents, voilà. Donc, et parce que nous, on n'a pas mis un contenu à notre laïcité. Je ferai si bien fait de rappeler ça. Cette laïcité à la française qui est en train de devenir pratiquement un athéisme, un déni de Dieu et tout et tout. Ce qui fait que sur ce plateau, si moi je débarque avec des symboles religieux, vous allez voir le débat qui va être soulevé tout de suite sur la toile. Mais le Burkina laïque, pourquoi il porte? Alors que, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Tertu Zongo, la laïcité n'a pas interdit l'expression des religions. N'a pas interdit à quelqu'un de dire je suis de telle religion. La laïcité ne l'interdit pas. Elle maintenant été dit de ne pas forcer quelqu'un à pratiquer ta religion. Et les religions doivent avoir l'égalité d'exercice de culte, la liberté d'exercice de culte. Il n'y a pas de contrainte parce qu'on n'a pas une religion d'État ici, alors qu'ailleurs il y en a. Ici on n'a pas. Ailleurs il y a des religions d'État où le président ou bien le roi est en même temps le garant. Quand on le présente même, on ajoute garant de la foi, c'est ajouté à ses attributs. Nous, on n'a pas ça. Mais c'est devenu compliqué. On a eu une présentatrice ici qui venait avec comment on appelle ça, le voile islamique, présentait le journal. On a eu beaucoup de bruit en son temps. Non, pourquoi vous la laissez faire alors que le Burkina est laïque? On n'est même plus préoccupé par ce qu'elle va donner comme contenu du journal. On est plus préoccupé par ses apparats. Alors que la religion même, c'est ça. Les gens sont dans ces apparats-là, dans cette hypocrisie des apparats, mais ne le sont pas fondamentalement dans leur cœur.
C'est pourquoi quelqu'un prêche la tolérance, le pardon, et puis il a un comportement belliqueux. Donc il y a une dissonance entre ce qu'il dit, ce qu'il est et ce qu'il dit. Donc ce qu'il est et ce qu'il professe. Naturellement, vous regardez, les mosquées sont pleines, les églises sont pleines, mais les gens ne changent pas de comportement en circulation. Ce sont les mêmes là qui partent faire Allah Akbar ou prier Jésus et puis qui sortent, qui brûlent les feux, qui insultent les gens en circulation, qui ne respectent pas tout, qui sont dans les marveilles. Ce sont les mêmes là. Mais maintenant, s'il s'agit de défendre les symboles de la religion, mon vieux, souvenez-nous de tout à côté. Je me rappelle pendant Covid, les gens ont dit c'est fou, c'est une fausse histoire. On a vu au niveau de FAIB, comment les leaders ont été pris à partie, avec même parfois des propos durs et désobligeants à leur égard. Qu'ils ont vendu la lutte, c'est pas la peine, c'est faux, le corona n'existe pas. Non. Mais quand on a ouvert là, ceux qui devaient aller à Mecque, là, ils ne se sont pas vaccinés pour aller. Ils se sont vaccinés pour aller. Il fallait compter sur cette fois-là pour aller. Ceux qui sont allés en Israël, ils se sont vaccinés. Mais les mêmes ont dit, non, rouvrez les églises, rouvrez les mosquées, mais ils se sont vaccinés pour aller pour le pèlerinage. Donc, pour revenir effectivement sur ce sujet, c'est ce qui a fait que ça étonne beaucoup. Mais en même temps, moi, c'est ce que cela pourrait avoir comme incidence. Et justement, quand on prend une telle décision, c'est qu'on pense au collectif. Quel peut être l'apport pour nos populations? Quel apport pour nos populations? C'est lui maintenant qui porte un voile. On n'a pas dit foulard, on a dit un voile. Bon, qui découvre son menton, ses heures, qui part prendre sa photo, il peut son passeport, il n'y a pas de problème. Ou bien pour son document d'identité, le passeport ou CNIB, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est quand quelqu'un va arriver, il va refuser tout ça, qu'on aura encore un autre problème. C'est qu'il est arrivé aussi. Parce que si une élève arrive devant la salle de composition et refuse de découvrir son visage, on dit, bon, comme tu es une demoiselle, les dames la vont regarder, elle dit niet. Imaginons ce qu'on a pu mettre dans sa tête. Donc, mais pour le document d'identité, il y en a un moment donné qui vont dire, si vous ne pouvez pas me prendre avec les deux yeux là seulement, il faut laisser. On risque d'arriver à cela. Et même mieux, en circulation, bon, elle peut se découvrir et puis prendre la photo. Mais si en circulation, en conduite, vous avez son permis, vous dites de relever le voile pour que vous puissiez voir si c'est réellement elle qui conduit, ça dit d'envoyer un autre problème. Et ça, il y a un risque à ce niveau-là. Pour le contrôle en circulation, il y a des risques. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura ce même comportement, mais il y a des risques. Parce que quand vous irez pour faire les photos, il peut y avoir un personnel féminin qui aide à prendre les photos. Il y en a qui vont arriver d'ici, c'est un monsieur, comme je dois enlever mon visage là, je suis gêné, je dois découvrir que devant mon mari, c'est compliqué, voilà. Donc on dit, bon, un personnel féminin va le faire. Mais en contrôle routier, on n'est pas sûr d'avoir dans chaque équipe une dame pour le contrôle. Donc ça risque, je dis bien, il y a un risque qu'il y ait un problème. Il y a un risque qu'il y ait un problème. À long terme. Oui, à long terme. En fait, c'est j'ai peur que l'exception devienne la règle. Mais donc c'est beaucoup plus ça qui marque, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore très bien compris, quoi. Et alors que, je dis bien, compte tenu du fait qu'on n'a pas une religion d'État, ailleurs c'est différent. Prenons le cas de l'Arabie Saoudite, les femmes ont commencé à prendre le volant en 2000, rien qu'en 2018. Et elles n'étaient pas admises dans les stades. Compte tenu de la ségrégation des sexes, elles n'étaient pas admises dans les stades. Mais la mesure a été allégée en 2018, la mesure a été prise en 2017 et en 2018, les femmes ont été autorisées à conduire. Mais l'élite saoudienne, ce qui est intéressant, c'est ça. Les femmes de l'élite saoudienne, quand elles vont à Dubaï ou à Londres ou dans d'autres pays, elles conduisent là-bas. L'élite, les femmes des élites conduisent là-bas. Quand elles reviennent, on dit vous ne conduisez pas. Et quand elles sont prises, bon, elles signent sûrement des documents qui disent qu'elles ne vont plus recommencer, il n'y a pas de sanctions en tant que telles parce que c'est des femmes de l'élite. Et puis on passe à autre chose. Mais là-bas, pourquoi? Parce que le roi est en même temps le garant de la foi islamique. Donc c'est une religion qui s'impose à tout le monde. Et donc il y a une connotation religieuse qui est liée également à la loi que l'État a prise. Donc parce que le roi est en même temps garant des deux. Il gère la cité et il gère la mosquée. Ce qui diffère, dans notre cas. Ce qui diffère de la nôtre. Donc là-bas, on peut plus ou moins comprendre. Même là-bas, il y a beaucoup d'érudits qui disaient non, il faut alléger, il faut laisser les femmes conduire, tout et tout et tout. Voilà, mais
là-bas, il y a une explication, il y a un fond religieux, parce que j'ai dit, le roi est en même temps garant de la cité et garant des mosquées. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant, la crainte que l'exception ne devienne la règle. Cette décision prise par une entité comme l'ONU, quel peut être son apport pour nos populations? Est-ce que vous craignez également, comme le juge Bougma, que l'exception ne devienne la règle? Bon, c'est pas ça. Mais pour moi, là où c'est un peu délicat, bon, c'est que peut-être ça va permettre que sur la question des contrôles, il soit pris en compte le fait que, évidemment, si vous permettez à quelqu'un de prendre une photo avec un voile, dans le contrôle, il n'a pas besoin d'enlever son voile. C'est une tautologie. Donc ça, peut-être, c'est un élément. Maintenant, en quoi est-ce que c'est un véritable problème? Ici, je dis, il y a deux éléments de fond qu'il faut mettre, qui peuvent être des antagonismes, mais qui méritent réflexion. C'est pas chez nous seulement, ça a commencé à la question du débat sur le voile. Aujourd'hui, on parle souvent de la Russie. Je me rappelle, par exemple, quand on fait un peu de recherche en 2003. En 2003, il y a la Chambre de cassation qui donne raison à des femmes, je pense qu'elles devraient être une dizaine, qui disent qu'elles ne peuvent pas prendre de photos d'identité avec sans voile, parce que lorsqu'il y aura contrôle, on va leur demander d'enlever le voile, alors qu'elles, à partir de 12-13 ans, elles doivent se couvrir le corps et certaines parties selon leurs prescriptions, et elles ne peuvent pas l'enlever devant quelqu'un d'autre. Ça, c'est le principe religieux qui est posé. Pourquoi est-ce qu'on arrive à la Chambre de cassation? Parce qu'il y a une première décision qui n'est pas en leur faveur. Et donc elles vont ensemble en cassation, et c'est en cassation qu'on leur donne raison. C'était en mai, je pense en mai 2023. Et ce qui est pris en compte, c'est bien cet aspect-là. C'est la question du contrôle et leur croyance. Mais dans la même année 2003, quand vous partez par exemple aux États-Unis, en Floride, il y a, je pense, ça s'appelle Satana Freeman, je ne sais pas si je me rappelle bien son nom. Elle, c'est en Floride, elle dit, c'était sur la question du permis de conduire, elle dit ça heurte ses croyances, parce qu'elle ne peut pas se dévoiler et prendre une photo, ce n'est pas possible. Et donc elle va en justice contre évidemment l'État. Et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que la juge dit? La juge dit que c'est une affaire de sécurité publique et que le permis de conduire, c'est comme un document d'identité qui sert aux policiers pour l'identification d'un certain nombre d'éléments dans des enquêtes et tout. Et donc sur les questions de recherche de criminels et tout, ce sont des éléments qui sont forts et que la sécurité publique prime sur tout. Voilà deux façons de voir les choses. Je rappelle, j'ai préféré prendre le cas américain. C'est ça, je prends la même année pour dire que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a peut-être encore évolué, même dans ces pays-là. Quand vous prenez le cas des États-Unis, même la question comment on appelle ça, des tours qui ont été tapés là, ça n'a pas changé leur rapport avec la religion là. Comme, par exemple, un pays comme la France, où ils n'ont pas vécu les mêmes choses, mais quand vous voyez comment ils posent le débat sur le voile, le débat sur la religion, vous avez l'impression que c'est autre chose. C'est tellement exacerbé. Vous comprenez? Donc, c'est que chacun se positionne sur ces sujets-là, qui sont assez sensibles, mais d'une certaine façon, selon les priorités du moment et selon les perceptions du moment. J'ai dit, il y a deux façons de voir. Il y a le respect, il y en a qui disent ça heurte leur foi. Mais il y a un État qui dit, c'est une question aussi quelquefois de sécurité publique. Quel juste milieu on trouve? Nous, chez nous, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ça a été la surprise. D'où c'est venu? Comme peut-être dit Bernard Bougma, si ce n'est pour contenter. Sinon, d'où c'est venu? Partout, on a eu des débats forts qui ont été posés courageusement et qui ont fait des choses. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'il y a peut-être eu des actions, je ne sais pas, mais que nous n'avons pas vues. Maintenant, quand l'annonce, elle vient comme ça devient une grosse surprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on crée? C'est ça. Parce que n'oublions pas quelque chose. Même quand on prend le cas de personnes qui viennent à des examens et qui refusent de se faire identifier parce qu'il y a un problème et tout, dites-moi, c'était les seuls de la même confession religieuse ce jour? C'est la question que je pose. Je pense que la question de l'État, là, c'est ce que je dis, la question de la laïcité, il y a un problème fondamental. Le problème fondamental, c'est d'éviter qu'il y ait une religion d'État
Et puis, deuxièmement, il faut réfléchir sur la séparation qu'on veut de l'État et la religion. C'est quel type de séparation on veut? Il y a la bonne intelligence, pour moi, des religions qui doivent être défendues, Parce que pour moi, la laïcité, ce n'est pas l'absence des religions, c'est se tromper d'ailleurs. Mais c'est comment est-ce qu'on vit, chacun sa foi, tout en gardant à l'esprit qu'il y a d'abord un dénominateur commun qui est le nôtre, c'est garder la patrie. Aujourd'hui, le Burkina est dans une réalité sur les questions sécuritaires. Est-ce que peut-être ça a été pris en compte? Ça, je ne sais pas. Je veux dire que, est-ce qu'il y avait le débat? Est-ce qu'il y avait, il y avait cette urgence-là à y aller? Moi, c'est la question. C'est la question que je me pose d'abord. Bonne ou mauvaise? Vous savez, la question principale souvent là, c'est d'abord le chose, comme on appelle ça, c'est le motif. C'est-à-dire que c'est ce qui amène quelqu'un à le faire. Si c'est pour contenter, c'est qu'on s'est trompé. Si c'est pour contenter une partie, c'est qu'on s'est trompé. Maintenant, si ce n'est pas pour contenter, pourquoi est-ce que ça surprend la majeure partie? Parce qu'au moins, ça venait répondre à un problème posé. Voilà la lecture que moi je fais. Maintenant, c'est fait. On regarde. Et la question encore, c'est que ceux qui veulent maintenant faire des voyages, ils vont faire quoi? Ils vont prendre une photo d'identité pour la carte nationale d'identité, et parce que peut-être madame, elle doit voyager très souvent, elle va dans certains pays où ce n'est pas possible d'avoir le voile et sur sa pièce d'identité y entrer. Comment on fait? On prend une photo aussi pour le passeport, là on n'a plus le voile. Ou bien on décide de ne pas aller dans certains pays. C'est ce qu'on a pris comme décision. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit c'est permis, c'est que même il revient encore à la personne d'en maîtriser les enjeux et de définir quelles sont ses priorités par rapport à là où il veut aller et par rapport à là où il va utiliser le document qui lui est donné. Sinon, je suis désolé, quand vous allez vouloir partir dans certains pays, ça va s'opposer à vous. Ça va même s'opposer à vous. Maintenant, dans ce cas de figure, eux, comment ils feront? Maintenant, bon, c'est un débat qui peut être intéressant, mais je me dis que l'ONU est allé un peu trop vite. Ça fait qu'on se pose des questions sur la motivation profonde de la chose. On a vu ici des éléments réunis à un rond-point, donner des injonctions au président pour lui dire qu'il ne peut pas aller quelque part. Mais leur lecture de la situation et l'injonction qu'ils donnent ne tisse à source que de leur croyance religieuse, s'entend. Est-ce que c'est comme ça qu'on va fonctionner? Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver dans un cas de figure où on va vouloir contenter tout le monde, mais ça va devenir difficile. Hein? Si mon parent qui est chef dit que, bon, logiquement, mais lui-même chez lui, on n'enlève pas le bonnet là même, il ne doit jamais déposer ça à terre. Et puis le gars là même qui doit, lui, il est l'équipe, il va venir me contrôler. Il doit avoir mon bonnet. Si on doit contenter tout le monde, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc je veux dire que, bon, j'attends de voir la motivation profonde. Jusqu'à présent, la motivation profonde, on ne nous l'a pas vraiment présentée. Et moi, c'est là où je reste un peu sur ma faim. Et la surprise de la plupart des Burkinabés, pour moi, c'est un élément majeur dans l'appréciation de cette question-là. C'est pas que ce soit bon ou que ce soit mauvais, mais la motivation profonde là, c'est ça qui pose problème. D'accord. Oui, dernière réaction sur le sujet. La précision que je voulais donner quand j'ai évoqué l'Arabie Saoudite, je n'ai pas dit que d'un point de vue religieux, il fallait forcément interdire les femmes au volant. C'est ce qui faisait débat aussi là-bas. Les érudits islamiques disent non, ce n'est pas une interdiction formelle de l'islam. Maintenant, ceux qui ont pris la décision se sont basés sur la séparation des sexes voulue par cette religion, parce qu'à l'intérieur des mosquées, il y a cette séparation au niveau des... Voilà, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Mais ils disent que ce n'est pas fondé. Voilà, c'est cette précision que je vais donner. Ça ne veut pas dire que c'est forcément appuyé sur... voilà, mais c'est cette précision que je voulais donner. Pour revenir effectivement à notre contexte très rapidement. En parlant de la religion, du religieux et de celui qui gère le pouvoir temporel, Laurent Gbagbo l'a si bien caricaturé, il dit que ce sont les deux ailes d'un même oiseau. Celui-là s'occupe des aspects spirituels de l'homme et l'autre s'occupe de ses aspects temporels, pour qu'il y ait un équilibre entre l'être humain. C'est pourquoi du fait de l'État et de la religion, il faut les unir sans les confondre et les distinguer sans les séparer.
C'est-à-dire qu'il faut savoir faire la part des choses, savoir jusqu'où peut aller la limite de l'autre. Mais si on commence à envoyer des éléments religieux dans la gestion de la chose de l'État, à un moment donné, ça va devenir très compliqué. Parce qu'un État a vocation le bien commun. Ce n'est pas des biens privés, ce n'est pas des biens claniques. Et ça, c'est très important. Et j'ai dit, la décision a surpris beaucoup parce qu'on n'a pas eu de motivation en tant que telle. Mais le symbole qui est évoqué, il est un symbole religieux. C'est ce qui fait que ça fait beaucoup de débat. D'accord. Voilà. Ultime réaction, 10 secondes. Ça, le propos ici, ce n'est pas de dire. Moi, je dis encore, ce n'est pas le pour ou contre. C'est la motivation là qui est un peu le souci. Ailleurs, il y a eu des débats. Ça a été posé sur la table et puis ils ont évolué. Les gens ne sont pas venus tomber un matin et puis ils ont été surpris des choses. Il y a eu même des éléments de justice avant, il y a eu des choses qui ont été posées. Ça a été comme ça. On n'est pas les seuls. Hein. Vous prenez des pays comme, je pense, l'Allemagne. L'Allemagne, c'est permis. La Belgique, c'est permis. J'étais en débat au Brésil, je ne sais pas s'ils ont évolué dessus. Dans beaucoup de pays, en Suisse, c'est permis, sur certains documents, de prendre le truc avec le voile, mais c'est des éléments qui ont été discutés, qui ont évolué comme ça. On ne s'est pas réveillé un matin et puis nous tous on a appris qu'il y a une donne, qui a une connotation religieuse qui est entrée. C'est ça en fait le problème. Et quand l'ONU vient nous le dire, ils ne viennent pas avec la motivation. C'est le problème pour moi de fond. Sinon, avec l'évolution des sociétés, il y a des éléments qui doivent être débattus. Et j'ai dit encore que quand on même parle de laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. Donc à partir du moment où chacun a ses convictions, chacun a ses croyances, dans notre vivre ensemble, on doit pouvoir accepter de prendre en compte certains éléments qui permettent d'apaiser les choses, mais qui ne dérangent personne. C'est ça pour moi le problème. Mais ça doit être discuté ensemble. On ne peut pas se réveiller un matin, puis on a une nouvelle comme ça, et puis on se pose des questions. Et l'Office national de l'identification est donc interpellé sur les réelles motivations de cette décision sur le port du voile. Et nous allons passer au deuxième sujet retenu pour cette audience. Il s'agit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui, après une réunion à Addis Abeba, a décidé d'envoyer une mission à Niamey pour continuer le processus de dialogue avec les autorités de transition. Juge Vaha, l'Union africaine elle-même qui décide d'accorder une place de choix pour le dialogue, la poursuite du dialogue avec les autorités nigériennes. Moi, je pense que ce n'est pas une nouveauté. La question du dialogue avec les autorités nigériennes, là, c'est depuis le début. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode du brandissement d'une attaque militaire, d'une intervention militaire, notamment de la CEDEAO. Mais il n'en demeure pas moins que depuis le début, c'est le dialogue qui a été entrevu. On a vu dialogue, même le Nigeria et les pays de la CEDEAO qui disaient on va attaquer, c'est les mêmes qui ont envoyé des émissaires au Niger. On a vu l'Algérie envoyer des émissaires au Niger. C'est-à-dire que la question du dialogue, c'est un élément qui a été longuement mis sur la table. Maintenant, est-ce que le dialogue il est sincère? Parce que même quand vous regardez, ce qui est demandé, c'est un retour à l'ordre constitutionnel, ça c'est un, et avec d'autres éléments concernant par exemple Bazoum, ça c'est normal, que ses droits lui soient reconnus, respectés, son intégrité physique et cela, et celui de ses proches. Bon, je pense qu'on a un monde civilisé, ça c'est un minimum. Et même si les autorités nigériennes, je ne pense même pas que ça puisse passer dans leur tête de faire quelque chose à Bazoum, quand même c'est un être humain, il y a des éléments. Il y a des éléments. Et puis ceux qui sont là, ils l'ont eu pour chef. Ils l'ont été, ils ont été sous son ordre pendant longtemps. C'est pas aujourd'hui ils vont se réveiller un matin et puis lui mettre une balle dans la tête. C'est pas possible, c'est pas normal. Et ça peut pas être accepté. Maintenant, c'est quoi ils appellent retour à l'ordre constitutionnel? C'est sûr que peut-être, parce que dans l'entendement souvent de la communauté internationale, mais de nos groupements, que ce soit CEDEAO, Union africaine et autres, lorsqu'il y a un coup d'État, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une transition qui soit menée par des civils, avec un gouvernement qui soit largement ouvert, pour qu'il y ait un temps bien défini pour un retour à un ordre constitutionnel, pour un retour plutôt à la normale. Pour un retour à la normale, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir les autorités nigériennes, ces militaires-là, dire, bon, on se retire, on va désigner un président à la transition burkinabé, sous appel à candidature, comme on l'a vu avec Michel Kafando, vous venez, vous déposez vos dossiers, on vous écoute, un collège vous écoute, et puis on choisit le meilleur candidat, ou bien il y a un gentleman agreement qui est trouvé, et puis on se dit, bon, la personne là, c'est la moins clivante qui soit, et c'est elle qui a peut-être le respect
la majeure partie des éléments en conflit et que donc c'est elle qui peut mener la transition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une dynamique qui est possible au Niger? Est-ce qu'aujourd'hui aussi c'est sur des militaires qui peuvent entendre ce discours? Je ne crois pas trop. Parce que pour ce qui est des fronts qui ont été ouverts par le Niger, comme par le Mali ou bien par le Burkina, c'est pratiquement les mêmes. Je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent confier les choses à quelqu'un d'autre avec ce qu'ils ont enclenché, comme par exemple front concernant la France. Si quelqu'un demain vient et se retrouve en odeur de sainteté avec la France, eux ils terminent comment? Et puis, quelle vision pour la guerre dans laquelle ils étaient lorsqu'ils ont identifié quels sont les partenaires qui ne les arrangeaient pas? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils vont se mettre en retrait en risquant de mettre en contrebalance tous les choix qu'ils ont fait récemment, qui sont des choix qui n'ont pas été aimés. Et donc, du coup, moi, je trouve que ça sera difficile pour eux de faire ce retour-là. Maintenant, est-ce qu'il y a une communauté internationale, l'Union africaine, CEDEAO, l'ONU, qui peut accompagner sans cette injonction? C'est ça aussi le problème. Ça sera peut-être le juste milieu du délai de la transition. C'est-à-dire que, ok, vous restez, mais voilà le délai pour que vous puissiez remettre les choses dans un autre mode normal. Mais souvent, c'est ça le problème aussi avec les transitions militaires. Les délais ne se respectent pas. C'est un peu ça aussi, les délais ne se respectent pas souvent. Et donc, c'est un peu ce jeu-là de double pression, pour moi, qui risque de se faire. Maintenant, il y a un autre point, quand vous regardez, qui est un peu moins risible, sur la question des conséquences, notamment humanitaires, sur la situation aujourd'hui au Niger. On enjoint, par exemple, les pays de la CEDEAO de regarder un peu sur la condition des Nigériens et par exemple sur les questions humanitaires de faciliter certains éléments et même au Niger de faciliter ces éléments. Mais le Nigérien se retrouve dans la situation aujourd'hui là difficile, sans courant, sans eau, sans moyens vraiment pour se prendre en charge. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un embargo. S'il faut, il faut dire clairement que bon, écoutez, on voit qu'on est en train de faire souffrir les Nigériens, levez votre embargo, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour accompagner ceux qui sont là, pour qu'on ait une transition qui se fasse assez vite et qu'on puisse revenir à un ordre normal. Mais en même temps, on ne veut pas ça. C'est-à-dire qu'on s'émeut de la situation du Nigérien, on connaît la solution, mais on dit aux gens, bon, écoute, essayez de voir. Mais ils vont voir quoi? C'est un embargo, c'est un embargo, il n'y a pas 40 façons de le faire. Ils sont en train d'asphyxier les Nigériens. Et ça, ils en sont conscients. Donc je ne sais pas quel est cet appel qu'ils lancent, qui est ambigu à l'endroit de la CEDEAO et qui reste encore ambigu à l'endroit des autorités nigériennes. D'accord, on connaît un peu les objectifs de cette mission de l'Union africaine qui doit se rendre à Niamey, écouter les besoins de la transition nigérienne afin de permettre le retour à l'ordre constitutionnel normal des choses et également permettre la mise en place d'institutions pour le contrôle de la transition. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais en fait, l'Union africaine vient au secours de la CEDEAO qui a perdu la face à Niamey. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO encore peut lever le doigt pour dire un seul mot qui puisse être crédible aux yeux des Nigériens et de l'Afrique de l'Ouest? C'est compliqué. Donc là, il va falloir effectivement un secouriste qui vienne directement de l'Union africaine. Mais ça dépend également de ce qui va venir, de ce que les missionnaires vont venir avec comme contenu dans leur bagage. Parce qu'aujourd'hui, les Nigériens souffrent. Et c'est peu de le dire. Donc, c'est une asphyxie qui est enclenchée. Donc, comment pendant que quelqu'un est à l'agonie, vous venez discuter pour voir comment est-ce qu'on va alléger? Il faut d'abord enlever le coude pour lui permettre de respirer, pour que vous puissiez sereinement parler. Et aujourd'hui, les Nigériens sont suffisamment acculés. Mais alors que la même Union africaine, d'ailleurs, effectivement, elle avait demandé un peu plus de retenue. Par rapport à la décision de la CEDEAO. Oui, par rapport à la décision de la CEDEAO. Elle avait même demandé ça. Et elle a dit qu'elle s'inscrit beaucoup plus dans le dialogue. Voilà. Mais bon, on a des chefs de guerre qui ont bandé les muscles. Des chefs d'État? Mais c'est les chefs de guerre. Quel chef d'État? Je parle des chefs de guerre qui ont bandé les muscles. Qui ont dit, bon, moi je vais envoyer tel nombre d'hommes, moi je vais envoyer ceci, ce n'est pas... Non. Et puis en même temps, il y a eu les sanctions économiques qui sont allées. Les sanctions économiques n'ont pas pu faire fléchir le Niger. Jusqu'à présent, le Niger a tenu. Bon amana, dans la difficulté, dans l'épreuve. Le Niger a tenu. Qu'est-ce qu'on fait?
Effectivement, il faut trouver les voies et moyens pour vous parler. Et maintenant, permettre le retour à une vie constitutionnelle normale. On est d'accord. Permettre la mise en place d'institutions qui observent. On est d'accord. Mais en attendant, le Nigérien qui paie cher son carburant, qui paie cher son kilo de riz, là, on fait quoi pour lui? Il faut d'abord régler la question essentielle. D'où peut-être la l'idée d'écouter les besoins. Il n'y a pas à écouter besoin. Quelqu'un que vous avez, il est à terre, vous avez un pied sur son cou, il respire difficilement, et vous voulez écouter ses besoins. C'est quel besoin? Le premier besoin, c'est lever le pied. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour savoir que les Nigériens ont besoin d'un allègement sur le plan des sanctions? Les sanctions ne pèsent pas seulement sur les autorités. Donc, vous prenez des sanctions économiques et des sanctions financières. Ça pèse sur les membres du gouvernement, interdiction de voyage. On a vu d'ailleurs l'humiliation à l'ONU. Après, il y a les sanctions qui concernent maintenant les citoyens. Mais pour les citoyens, c'est plus dur. C'est plus compliqué. Parce que les autorités ont des avantages compte tenu de leur posture, de leur position. Ils ont des avantages par rapport à l'accès aux produits. Et c'est un État maintenant qui casque pour que l'autorité se déplace. Donc le carburant, c'est un État qui met ça pour lui. Ces factures d'électricité, c'est un État qui paye pour lui. Ses soins, c'est un État qui gère ça. Parce que lui, il incarne un État. C'est une personnalité. Mais le citoyen n'a pas accès à ses avantages. Donc il y a un problème. Et quelles peuvent être les chances de réussite d'une telle mission de l'Union africaine? Elles sont très minces de mon point de vue. Parce que ça va dépendre du contenu et de ce que les autorités du Niger vont dire. Est-ce que l'Union africaine peut enjoindre la CEDEAO de lever les sanctions? Et avec quel moyen de pression? C'est possible. Peut-être par courrier adressé, mais j'ai dit, mais avec quel moyen de pression? Ou bien il faut venir maintenant négocier de façon diplomatique dans les salons feutrés pour l'obtenir. Face à un Bola dont l'orgueil a été fouetté, parce que quand il a pris la présidence, dans son discours, c'est de dire qu'il n'y aura plus de coup d'État, c'est d'être très dur vis-à-vis de ceux qui font les putsch. Et quelques temps après, il y a un coup d'État au Niger. Il dit qu'il n'est pas d'accord, il bande les muscles, mais son Sénat dit que nos soldats ne bougent pas. Finalement, c'est un Bola diminué dans ses souliers, humilié. En plus des autres également qui ont été humiliés. Est-ce qu'ils auront, comme on appelle ça, l'humilité de revenir, dire bon voilà, effectivement, on lâche un peu. Alors qu'il leur faut ça. Puisque la solution militaire, je ne pense pas qu'elle va être encore envisagée. Mais aujourd'hui, vous allez faire quoi? Donc, la priorité, je pense que les autorités du Niger, là, pour l'Union africaine, c'est dit à la CEDEAO d'alléger les sanctions pour qu'on puisse se parler. Mais maintenant, vis-à-vis de l'UA, qu'est-ce que le Niger peut demander? Je ne sais pas. Des troupes? De l'argent? Du carburant? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que le Niger va demander? Donc, si l'UA est préoccupée par le retour à l'ordre constitutionnel, par la mise en place d'institutions, oui, mais les Nigériens, pour le moment, sont préoccupés par le quotidien. Et c'est ça d'abord, c'est le quotidien. Voyez-vous, il y a le duc qui devait être inauguré entre qui relie le Niger au Bénin pour faciliter l'écoulement du carburant. Qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué. Donc la réalité est là. L'Union africaine arrive, oui, bonne arrivée, Union africaine. Mais dit à la CEDEAO, nous voulons respirer en attendant. Maintenant, je pense que c'est certainement si des gages, en fait, si des gages maintenant sont donnés par le Niger, l'Union africaine pourra certainement œuvrer à ce que les sanctions soient allégées. Je pense que c'est la parade qu'ils vont trouver. Mais maintenant, gages, je ne sais pas. Mais pendant qu'on y est, au Niger, il y a des questions de terrorisme. En Guinée, il y a quoi? Pourquoi on ne parle pas de Adoumbouya? Lui, il a quoi? Il a terrorisme là-bas aussi. Non. 4 minutes d'émission. On va aborder très rapidement le sujet par rapport au Sénégal. Vous avez été dubitatif lorsqu'on en avait parlé sur ce plateau. La décision du juge au niveau de Ziguinchor qui avait décidé qu'il fallait remettre Ousmane Sonko sur le fichier électoral. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur s'oppose à une telle décision et refuse de le faire. D'accord, oui, la question sénégalaise. Mais bon, lui, là, financement, c'est 2/3 par qui dépend de son budget là, 2/3 des financements extérieurs. On connaît c'est qui. Donc quand ceux-là même viennent chez vous, qui donne l'argent, c'est
décider, donne des directives. Pour ce qui est de Ousmane Sonko du Sénégal, c'est vrai qu'il y a la décision du tribunal de Ziguinchor, mais j'ai dit que ça allait être difficile que cela puisse prospérer. On a vu, il y a la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui a demandé au ministère de réintégrer Ousmane Sonko sur la liste électorale. Et c'est la DGE qui a répondu, Direction Générale des Élections, qui dit on n'est pas habilité à le faire. Mais ils ne disent pas qui il est. Parce que quand vous dites vous ne pouvez pas, vous devez dire au moins qui peut le faire. On devrait savoir qui pourrait le faire. Si vous, la Direction Générale des Élections, vous ne pouvez pas le faire, mais on comprend la posture aussi du ministère sur cette question, puisque déjà en amont, quand vous voulez candidater à la présidentielle au Sénégal, il y a des parrainages qu'il faut avoir. Et les parrainages, il y a des documents qu'il faut aller retirer. Ces documents-là lui ont été refusés. Donc, il y a une posture qui demeure sur le cas Sonko. C'est-à-dire, malgré les décisions de justice, malgré la Commission électorale nationale autonome qui s'aligne derrière, il y a un ministère de l'Intérieur qui dit non, nous on ne peut pas s'exécuter. C'est-à-dire on est dans du pur politique et ça l'a été depuis le début. Sonko l'a décrié depuis le début et il n'y a qu'un passage en force et encore comment, ça c'est la grande question qu'on se pose, mais le retrait de Macky Sall de la course a un peu aussi dilué les choses, les antagonismes, de sorte à ce que même les soutiens de ceux qui étaient des anti-Macky Sall, donc acquis à la cause de Sonko, ont un peu la moitié de leurs attentes là gagnées, mais le cas Sonko est quand même un nœud gordien. Alors, juge Bougma, est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes surpris par cette décision du ministère de l'Intérieur sénégalais qui s'est opposé à ce qu'a dit le tribunal de Ziguinchor quant à remettre Ousmane Sonko dans le fichier électoral? On termine avec vous. Non, pas surpris, parce qu'on a des dirigeants qui ne se sentent pas concernés par la loi, qui ne veulent la loi que quand elle doit s'appliquer sur l'opposant ou quand la loi doit s'appliquer sur un activiste, mais pas quand la loi doit s'appliquer sur eux. Donc c'est ce à quoi on assiste. Donc je ne sais pas quelle est la leçon que ce ministre veut donner aux Sénégalais, mais il y a aussi le risque que la rue encore s'envenime, donc alors qu'il ne faudrait plus ça. On a vraiment frôlé le pire au Sénégal. Je pense que les uns et les autres devraient tirer le leçon. Mais maintenant, si le ministre n'agit pas sous son propre chef, que voulez-vous? Voilà, c'est ça aussi la réalité. Donc, une chose effectivement en Afrique est que la décision de justice soit rendue, et une autre chose est qu'elle soit également appliquée. Même nous qui parlons ici chez nous en 2015, devant la CEDEAO, quand l'ex-parti au pouvoir a esté en justice contre la loi Chérif, ils ont gagné. Le président de la transition d'alors avait dit oui, le Burkina respecte le Chérif. Non, le président de la transition, Michel Kafando en personne. Mais bon, finalement, ils n'ont pas pu faire acte de candidature. Ça n'a pas prospéré. Il y a eu le Togo, pareil, avec 2 députés. La justice est rendue. Ils ne respectent pas. Donc, j'ai dit, sous monsieur, c'est aussi l'une des tares de notre démocratie. C'est pourquoi on dit la démocratie en elle-même n'a pas de problème. Ce sont les animateurs de la démocratie qui ont des problèmes avec la démocratie. Et si le Sénégal, qui nous montre un visage de pays démocrate, doit s'inscrire dans cette lignée, il va de soi que cette décision soit effectivement respectée. Et pour la cohésion sociale et pour montrer que c'est même pas sûr que si Sonko candidate, il va gagner. C'est une élection. C'est une compétition. Donc rien ne prouve qu'il va gagner. Mais ils sont en train d'en faire un héros. Et c'est ça aussi la réalité. Donc j'ai aussi l'impression que Macky Sall ne voulant plus se présenter, veut même plus, il veut mettre toutes les chances de son côté. C'est-à-dire, il ne faut pas permettre une erreur probable de se produire en laissant son cause se présenter parce que vous ne pouvez être sûr de rien. Donc pour ne même pas faire ce risque, pour ne même pas prendre de risque, il n'ira pas aux élections et puis c'est bon. J'ai l'impression que c'est dans ce calcul-là que le clan Macky Sall est en train d'opérer.
Point final pour cette 5e et dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Merci, juge Ofava, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Bougma, pour les clés de lecture apportées. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre constante fidélité à cette émission. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à lundi pour une autre convocation.